Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Dragon, c'est un de ces films qui a su résonner avec l'audience d'une certaine façon. Comprenez-moi bien, la culture scandinave, autant son contexte socio-culturel que la mythologie à laquelle on l'associe, sont plus que présentes dans le monde du divertissement. Mais là où Dragon excelle, c'est que cette trilogie va utiliser cette culture comme portail pour raconter autre chose. T'es pas obligé de monter. On est des Vikings. Ce sont les risques professionnels. De l'autre côté, le dragon est sans contredit la créature mythique la plus reconnaissable. Mais au fil du temps, quand on parle de dragon, on en est arrivé à obtenir cette espèce d'association au mal absolu. On combat contre ces chevaliers à l'armure étincelante et rutilante, pleine de vertus, incorruptibles, bref, tout ce qui vient éclater les croisades. Vient ensuite en 2010 un film qui a su faire rêver une génération au complet. Ici, ce qui est important, c'est le village de Burke en tant que communauté, même beaucoup plus qu'en tant que viking, et les dragons, bien que créatures surpuissantes, obéissent à certaines lois zoologiques. Ce qui vient prendre la créature la plus mythique de l'histoire de la mythologie et l'ancrer dans le réel. Et ça, c'est quand même quelque chose. J'adore les films dragons, ce sont mes films préférés de tous les temps dus à leur cinématographie incroyable, à leur iconographie quasi parfaite et à leur musique qui a bercé l'enfance solitaire que j'étais, étant convaincu qu'un jour, il pourrait posséder un dragon. Maintenant, vous comprenez? Voilà ce que c'est que d'être digne de la loyauté d'un dragon. Si aussi vous étiez un enfant un petit peu bizarre, totalement asocial et nerdy, je crois que vous vous plairez ici. Soyez donc sûr de vous abonner et d'activer la cloche, ainsi que de nous dire en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter. Sur ce dragon, c'est un univers où viennent se mêler histoire et mythologie, sciences et magie. Mais au milieu de tout ça, on a Harold Haddock, un des protagonistes les plus intéressants des films d'animation DreamWorks. Harold vient rentrer dans cette catégorie très spécifique et surtout très fermée des protagonistes que s'il est le personnage préféré de quelqu'un dans l'œuvre, eh bien c'est tout à fait compréhensible, un peu comme Aang, Percy Jackson ou Dean Winchester par exemple. Eh ben, c'est moi qui les ai appelés en me faisant passer pour un producteur. Et moi, je leur ai mis un poisson mort sous la banquette. Mais ce qui rend Harold intéressant, c'est son thème principal, pourquoi il a été écrit et comment il a grandi d'un enfant solitaire et atypique pour devenir un exemple de maturité et un chef digne de ce nom. Salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous donne la psychologie de Harold Haddock. Mais avant ça, vite, est-ce que vous vous rappelez de cet épisode où j'analyse l'antagoniste principal du film Coraline? Oui, avec les 2000 abonnés qui arrivent bientôt, j'espère les atteindre avant la fin de l'année si ça vous dérange pas trop. La réalité, c'est que le 2000, on l'a tapé avant même que la vidéo sorte. Donc déjà, merci à tous. Mais de deux, phénomène intéressant, j'ai fait des petits calculs. Si la croissance de cette chaîne est constante, le 3000 avant la fin de l'année, c'est plus que possible. J'aimerais beaucoup que cette vidéo fonctionne. Littéralement, ma vidéo la plus populaire de tous les temps, c'est une vidéo qui parle de l'univers de Dragon. Soyez donc sûr de partager cet épisode. Et entre-temps, vous le savez, sur cette chaîne, j'ai des vidéos analyse du mal où je parle des antagonistes, mais je pense peut-être à une émission qui parle principalement des protagonistes. Vous pouvez considérer cette vidéo comme un test. Si le concept donc vous plaît, soyez sûr de le mentionner en commentaire. Sur ce, mon blabla de début de vidéo c'est fait, parlons maintenant du protagoniste des films Dragon. L'histoire de Harold. Harold est le fils de Stoic la Brute et de sa femme Valka, donc héritier du poste de chef du village de Burke. Les Burkiens, c'est des Vikings qui vivent en Écosse et qui sont connus pour deux choses, péter des gueules et se battre avec des dragons. Comme si notre délicieux comportement viking ne suffisait pas. Bonjour. Donc en fait, ils sont connus pour péter des gueules et péter des gueules de dragons. Ah, les dragons, ces créatures mythologiques de rêve avec une histoire millénaire, mais pour les Burkiens, c'est surtout de la peste nuisible. Nous en venons à bout, c'est eux qui viendront à bout de nous. Il n'y a qu'une façon de nous débarrasser d'eux. Si nous trouvons leur nid et le détruisons, les dragons partiront. Ils trouveront un autre foyer. On retrouve des centaines de sous-espèces de dragons différents, dont le gronk, le cauchemar monstrueux, en passant par le lézardus, et bien sûr, les furies nocturnes. Le furie nocturne est le symbole ultime de la force, connu comme étant un dragon à la fois très rare et surpuissant. Vous imaginez donc que seuls les vikings les plus forts, les plus aguerris au combat, qui suivent un entraînement de malade, sont capables de se mesurer à ce dragon. Une furie nocturne! Couchez-vous! Et pourtant, en 300 ans d'histoire, le seul à avoir réussi à en abattre un sera Harold Haddock, alors petit maigrichon connu comme une honte pour le village. Oh, ce gamin, qu'est-ce que je vais faire de lui, Guilford? Pourquoi pas l'entraîner avec les autres? Non, mais je suis sérieux. Oui, moi aussi. Tu sais comment il est. Depuis qu'il s'est rampé, ce gamin est
différent. Harold, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une vraie petite catastrophe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la chasse aux dragons et l'entraînement. Il préfère chercher des trolls, documenter, cartographier la région, etc. Ce qui fait qu'il est un jeune homme extrêmement brillant, mais physiquement, il est juste faible. Au grand déplaisir de son père Stoïque la Brute, qui est connu comme étant un des plus grands guerriers de l'histoire viking, et surtout un combattant avec lequel t'as pas envie de découdre. Lui, c'est Stoïque l'Immense, le chef de la tribu. On dit que quand il était bébé, il a fait sauter net la tête d'un dragon de sur ses épaules. Est-ce que j'y crois? Tout à fait. Entre ça et Rebelle, je sais pas ce qu'ils ont les parents écossais dans les films d'animation à être genre « Tu vas être ce que je dis que tu seras et c'est fin de la discussion ». Bref, un soir, les dragons vont attaquer Burke une énième fois et c'est Harold qui, avec une machine qu'il a lui-même inventée et calibrée, réussira à descendre, vous l'aurez deviné, un Furie nocturne. C'est cet acte de bravoure, de puissance et surtout d'intelligence qui va valoir à Harold la reconnaissance ultime de son peuple, devenant un exemple de ce que les Vikings doivent être et surtout montrant à tout le monde que le succès vient de bien des... Oh, c'est pas du tout comme les dernières fois, papa, crois-moi. Je l'ai descendu, je te jure. Vous étiez occupés tous et je l'avais en plein dans la mire. Je l'ai vu s'écraser juste derrière la pointe au corbeau. Et il faut qu'on aille la capturer là-bas avant qu'elle Arrête-moi puisse... ça! Nope! Personne ne va le croire. En fait, c'est assez compréhensible quand tu prends en compte le fait que les Furies nocturnes, dans ce point de la saga, non seulement on les croit éteints, mais c'est plus ou moins dit qu'on pense peut-être que c'est simplement des légendes. Pour prouver sa valeur, Harold va aller chercher le dragon qu'il a descendu, le retrouvera, mais il sera incapable de le finir quand il le regardera dans les yeux. Il va le retrouver, se lier d'amitié avec, devenant le premier viking de l'histoire de Burke à chevaucher un dragon. Secret qu'il va partager accessoirement avec Astrid, amour de son enfance et un des meilleurs personnages de la série. mais qu'est-ce que tu fais ici? Je veux savoir ce qui se passe, Harold. Oui, j'adore Astrid. Elle prend la ruse de Meridia, l'instinct maternel de Katara, le courage d'Annabeth Chase et l'inflexibilité de Tsunade. Elle les mixe ensemble pour devenir, selon moi, le meilleur personnage féminin de l'histoire de DreamWorks. Oui, meilleur que Kitty et Fiona. Va témoigner ta haine en commentaire. Harold utilisera donc les connaissances qu'il apprend de son amitié avec Croque-Mou, son dragon, pour devenir un des meilleurs étudiants de Gullforce, son mentor qui forme des tueurs de dragons. T'en fais pas. T'es petit, t'es fragile, tu te feras moins repérer par les dragons. La vérité va bien sûr finir par éclater au grand jour, et c'est en prouvant que humains et dragons peuvent cohabiter que Harold sera accueilli en héros et finalement sera respecté par le village. Tu as fait alliance avec ces bêtes. T'es pas un viking. T'es pas mon fils. Non, décidément, Harold, ta vie c'est de la merde. Stoïque va donc utiliser Croque-Mou pour trouver le nid des dragons où règne leur souverain, la Mort Rouge, reine de destruction. Harold ayant appris à dompter les dragons entre-temps emmènera ses amis en mission pour secourir son dragon à lui et les Burkiens qui ne sont pas de taille face à la Mort Rouge. S'en suivra alors un combat dantesque où le village va comprendre que ce qui faisait la faiblesse de Harold, c'est en fait ce qui va lui permettre de remporter la victoire. Harold, si tu veux un jour sortir affronter des dragons, il va falloir que tu te débarrasses de tout ça. Mais attendez un peu, c'est tout moi que vous venez de montrer. Oui. Terminé tout. Ça. Mais tu viens de me montrer au complet. Fait tout ce qu'il nous fallait, c'était un peu plus de... ça. Tu viens de me montrer au complet. Non sans blessure, parce qu'il va quand même y laisser une jambe, nom de Dieu. C'est pour ça que j'adore ces films, c'est leur pseudo-réalisme. Ici, Harold, il perd littéralement une jambe. Et on n'est pas dans un Disney où elle peut repousser magiquement, non. C'est du dommage physique qui reste. En bref, ces films, ils sont à l'image de leur protagoniste, à savoir un symbole de maturité et de passage à l'âge adulte. On regarde 5 ans en avant et 2 séries plus tard, qui sont quand même pas mal, je vais vous l'avouer, sur l'archipel de Burke, qui aura appris à vivre en paix avec les dragons. Entre-temps, Harold, il fait du Harold, c'est-à-dire qu'il préfère explorer et faire ses petites affaires dans son coin plutôt que de rester à Burke pour prendre des notes sur comment devenir un bon chef. Astrid est à la traîne avec toi. Bâtonnet et Morvik n'ont encore marqué aucun panier. Et Harold brille toujours par son absence. C'est là qu'une nouvelle menace entrera en jeu, Drago Bloodfist, un des hommes les plus sanguinaires du monde viking et ancien ennemi de Stoïque. Au beau milieu des débats, arriva un inconnu venu d'une contrée étrange, couvert de cicatrices et drapé dans une cape en peau de dragon. Tout à coup, le toit s'enflamma et de gigantesques dragons en armure fondirent sur nous. Hélas, de tous, j'ai été le seul à en
échapper. Drago, c'est un counterpart à Harold. Si le jeune viking, il utilise ses connaissances et ses dons avec les dragons pour en faire des amis, Drago, il les utilise pour en faire des armes. Décidément, Drago, je suis pas sûr que la pétale porte dans son cœur. Pendant son aventure où Harold tentera de chercher un moyen de faire entendre raison à Drago, il se retrouvera devant Valka, sa mère disparue alors qu'il n'était qu'un bébé. Elle lui présentera sa ruche où elle prend soin des dragons seuls et ou blessés, le tout protégé par l'espèce alpha, le Wildebeest! Plus de 200 tonnes de puissance et de muscles, défense de mammouth et capable de cracher de l'air froid assez puissant pour créer des icebergs. Désolé, j'adore le Bewilderbeast. La famille va éventuellement se réunir et nous offrir ce qui est selon moi la scène la plus émouvante de toute la saga. Et pourquoi ne suis-je pas revenu vers toi? Vers notre fils? Eh bien, quel signe m'indiquait que tu étais capable de changer, Stoïque? Exprime-toi! Crie-moi après! Énerve-toi! Dis-moi quelque chose! Tu es aussi belle que le funeste soir où je t'ai perdu. Et Bloodfist, il va utiliser sa propre armée de dragons pour détrôner Valka, utilisant son propre Bewilderbeast. Ce qui va mener à un grand combat où malheureusement Stoïque va trouver la mort. Arrête! Étant le seul héritier, Harold va prendre ses responsabilités et mener un assaut contre Drago, les Burkiens reprenant leurs dragons et se ralliant derrière leur nouveau chef. Le temps passera et les dragons s'installeront à Burk de plus en plus, tellement qu'ils n'auront d'autre choix que d'expandre le territoire. Nous voici à Burk. Vous vous y sentirez comme chez vous. Un séjour idéal tout compris qui répondra à vos rêves les plus fous. C'est là qu'apparaîtra l'antagoniste final de la saga, Grimmel le Grizzly, sur qui on a déjà fait une vidéo complète au passage. Grimmel et Harold, ce sont les images miroirs de la saga. En fait, même dans le développement du personnage de Grimmel, il est dit qu'il est fait pour être le Némésis de Harold. Leurs histoires sont incroyablement similaires. La seule différence, c'est que quand Grimmel était enfant et qu'il a trouvé un furie nocturne totalement sans défense, il l'a tué et ça l'a transformé en héros dans son village. Versus Harold qui a épargné Croque-Mou pour en faire un ami. Eh bien, au contraire de vous, quand j'étais gamin et que je suis tombé sur un furie nocturne, je l'ai tué où il dormait. Ce simple geste de courage a fait de moi un héros dans mon village. Ça a terriblement influencé le mouvement de pensée des deux personnages. Harold, il a fini par développer une empathie envers les dragons, croyant qu'ils sont tous des amis potentiels, mais Grimmel, il ne les voit que comme des animaux dangereux et des proies qu'on peut chasser pour le sport. Au fur et à mesure que le film avance, on se rendra compte que Grimmel, il représente ce que Harold aurait pu devenir s'il avait exécuté Croque-Mou ce jour-là. Les Vikings de Burk partiront donc pour se relocaliser, mais Grimmel enverra une furie éclair après eux, dans l'espoir qu'elle ramène Croque-Mou dans un piège. Les deux furies iront se cacher dans le monde des dragons, un endroit dans la Terre Creuse où Croque-Mou règne en roi sur toutes les espèces, incluant même d'autres furies éclairs et même un Bewilderbeast. C'est donc dans le climax ultime de la saga que Harold et Croque-Mou réussiront à défaire Grimmel. Mais là, le chef devra se rendre à une évidence. Il est beaucoup trop dangereux à la fois pour les dragons et les Burkiens de cohabiter. C'est donc sur une note lourde que s'achève l'amitié entre Harold et Croque-Mou. Le premier menant le village de Burk et le deuxième gardant l'entrée du monde des dragons, en attendant un éventuel jour où la réunification des deux peuples sera possible. Dragon, c'est donc une œuvre bien particulière, surtout pour un média d'animation. Mais c'est une œuvre qui a su changer la compagnie qui l'a produite. La scène qui a changé DreamWorks. Flashback 1990, Jeffrey Katzenberg vient de se pousser de chez Disney pour créer DreamWorks SKG, avec David Geffen et Steven Spielberg. Et là, normalement, c'est le moment de la vidéo où je vous demande si un épisode histoire sur DreamWorks, ça vous tente, mais le fait étant que je vous ai déjà posé la question et à chaque fois, tout le monde est d'accord, donc abonnez-vous pour ne pas rater cette éventuelle vidéo. Mais bref, quant aussi comment Katzenberg se sent par rapport au studio Disney, eh bien on comprend pourquoi les différences entre les deux compagnies de production sont si flagrantes. Disney sort Mille et une pattes, DreamWorks sort Ants. Katzenberg, il se démène pour sortir un film d'animation se passant dans l'Empire Inca avec de l'aventure et de l'épique, ce qui va bien emmerder Disney qui travaillait déjà sur Cusco. Et là où Disney est devenu célèbre pour ses adaptations de contes de fées traditionnels comme Blanche-Neige ou Mulan, DreamWorks, eux, ils vont littéralement adapter les exodes du christianisme avec le prince d'Égypte. Et puis en 2001, évidemment, t'as Shrek qui arrive et ça, c'est juste une déclaration de guerre. Ici, si c'est possible de se foutre de la gueule des contes qui ont donné naissance aux classiques d'animation Disney,
on le fait. Mais un thème récurrent, c'est à quel point les DreamWorks semblent plus matures. L'humour y est plus cru, les thèmes abordés sont moins censurés, et les films dépeignent un certain niveau de réalité sociale, là où Disney a tendance à vendre de l'idéalisme et à finir leur histoire avec tout est bien qui finit bien. Et après, t'as le prince d'Égypte où t'as des enfants morts, du trafic sexuel et une rivière qui se teint de sang. Vient ensuite Dragon en 2010, et c'est selon moi une de ces scènes qui va venir atteindre le paroxysme de cette dichotomie et clarifier DreamWorks comme l'espèce de grand frère un petit peu plus edgy dans le monde de l'animation. Déjà un peu de contexte, je l'ai dit, Harold c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, mais pour un viking, il a honnêtement rien de spécial, particulier ou exceptionnel. Oh monsieur, vous jouez un jeu dangereux, je vous préviens. Empêchez cette belle vikingerie brute de se manifester. Il y aura de graves conséquences. Oui, je vais prendre le risque. Il a des talents, énormément, mais aucun d'entre eux n'est vraiment utile dans le contexte de l'histoire. Il va donc se rendre en forêt pendant qu'il cherche le dragon qu'il a descendu la veille. Ici, plusieurs infos importantes. De 1, Harold est perdu, ce qui met à la fois en valeur le fait qu'il est une sorte de croisé des chemins, que c'est maintenant que son avenir se dessine, mais qu'il n'en a pas encore conscience. Et aussi dans le film, c'est dit plus tôt à quel point Harold, c'est quelqu'un qui passe son temps à explorer, à aller se perdre en forêt, mais surtout à quel point c'est quelqu'un d'intelligent. Écoute, ce que je veux dire, c'est ne fais pas tous ces efforts pour devenir quelqu'un d'autre. Je veux juste être comme vous, les gars. Je l'emmène pêcher et il va à la chasse au troll. Il va aller voir dehors encore. Il est sans doute dehors en ce moment même. Alors le fait qu'il soit capable de perdre un dragon au complet en forêt, ça le rend encore plus pathétique et faible aux yeux du spectateur. Ensuite, regardez bien les couleurs de la scène. On y trouve principalement du gris, du marron et du vert désaturé. Palette de couleurs qui est aussi présente sur les vêtements de Harold. Ils se font littéralement dans le décor, comme ils se font dans le décor du village. Harold est invisible. Il est tout petit, il n'a aucun muscle ou aucune vraie compétence de combat. En fait, même dans la série, on apprend que le prénom Harold est donné au bébé qui ne présente aucune preuve de compétence physique. Je m'appelle Harold. Tout un nom, je sais. Mais il y en a des pires. Les parents pensent qu'un nom hideux fera peur aux lutins et aux trolls. Chef Harold Ou dois-je dire Chef Harold? Ou alors juste Harold? Dites-moi ce que vous préférez. Ce qui est une belle façon de saper l'estime personnelle de ton nouveau-né. Mais aussi, rappelons-le, il est un apprenti forgeron depuis qu'il est tout petit, et même là, il est incapable de développer une certaine masse musculaire ou quoi que ce soit. Harold est littéralement vu comme un bon à rien à Burke, et cette palette de couleurs suivie des thèmes de la scène sont là pour nous le rappeler. S'ensuit alors sa rencontre avec Croque-Mou. Déjà, Harold, il arrive à l'endroit où le dragon s'est écrasé par hasard, et il trouve l'arbre qu'il a renversé. Regardez le décor et le chaos qui s'ensuit. La bête qui a fait ce carnage doit être immense. Harold lui-même prend le temps de contempler les dommages. Et qu'est-ce qui vient briser ce sentiment? Littéralement, 2 secondes de film. Il voit Croque-Mou étalé à terre en contre-plongée, donc représenté comme faible et vulnérable, il est minuscule, et pourtant, le jeune viking est quand même terrifié. Ensuite, il sort son couteau, déjà il a du mal à le tenir, mais en plus, on parle de Harold, il a emmené un petit couteau, là où un autre viking aurait au moins pris une hache de guerre pour aller chasser le dragon. Je sais pas, équipe-toi de quelque chose, un casque, un bouclier? Votre équipement le plus important est votre bouclier. Si vous devez choisir entre une épée ou un bouclier, choisissez le bouclier. On suit le petit se cacher derrière une pierre pour se rendre compte que Croque-Mou est là. On a un plan de caméra au point de vue subjectif d'Harold. Ici, il contemple son œuvre et regardez ça, le dragon ne rentre pas dans le cadre complet de l'image. En cinématographie, c'est une méthode qui est souvent utilisée pour bien évoquer la taille énorme du sujet. Et Harold, il vient de tuer cette bête immense, il y croit pas. Il voit déjà les fleurs se jeter, les excuses pour l'avoir traité comme un moins que rien, la gloire à sa porte. Et là... Waouh, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Ça va arranger beaucoup de choses. Oui, j'ai réussi à abattre cette puissante bête. Le Furie Nocturne est en vie. Harold ne l'a pas tué. S'il veut toute cette gloire, il va devoir finir le travail. On a ce plan où l'œil de Croque-Mou s'ouvre derrière son aile que j'aime beaucoup parce que c'est le premier contact entre le viking et le dragon. Et c'est ici que Harold prendra une décision par rapport à son destin. Et maintenant, je vais te tuer, dragon. Après, je vais te dépecer le cœur et je vais l'apporter à mon père. Je suis un viking. Je suis un viking. Cette phrase « Je suis un viking », Harold le crie littéralement à Croque-Mou. Pourquoi? Parce qu'il veut le prouver, autant à son père qu'à son village qu'à lui-même. Mais il ne pourra pas le faire. Il va réaliser en regardant le dragon qu'ils sont tous deux aussi effrayés. Harold regarde son couteau et il décide quel genre d'homme il a envie d'être. C'est moi qui ai fait ça.
Cette décision, elle est très importante dans le contexte dans lequel est écrit le personnage. Il n'a pas épargné le Furie Nocturne par peur, par lâcheté ou par faiblesse. Il l'a épargné par compassion. Pourquoi tu ne l'as pas fait? J'en sais rien. Je pouvais pas. J'avais la trouille, j'étais un dégonflé. Je me refusais à tuer un dragon. T'as dit je me refusais cette fois. Ok, peu importe. Je me refusais. 300 ans et je suis le premier viking qui se refusait à tuer un dragon. Et la compassion, c'est un point très important de la saga Dragon. Harold, il a grandi dans un environnement où la force physique prime sur l'intelligence et la créativité, où il a des talents incroyables mais qui ne comptent pas pour son père stoïque. Oh, tu es bien des choses, Harold, mais pas un tueur de dragons, ça jamais. Il a vécu une vie où personne n'avait de compassion pour lui. Il est vu comme une blague aux yeux du village. Même Astrid le trouve faible et pathétique. Je veux savoir ce qui se passe, Harold. Personne ne devient aussi bon que toi juste comme ça. Et spécialement toi. En voyant sa réflexion en croque-mou et surtout en l'épargnant, Harold a brisé le cycle. Il a décidé de donner la compassion à croque-mou que lui n'a jamais eue. Et probablement la compassion qu'il compte donner à l'archipel de Burke quand il siégera à sa tête. Parce que c'est le genre de personne que Harold est. Depuis tout à l'heure, je vante son QI qui doit être dans les 350 points, mais la réalité, c'est que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement gentil, compatissant, rempli d'altruisme. Et c'est ce genre de scène, celle-là en particulier, qui, selon moi, viendront influencer comment DreamWorks va raconter ses histoires dans le futur. Autant le développement poignant au cœur de peau dans Kung Fu Panda 2 que le conflit interne de Jack Frost, que la philosophie existentialiste du chapeauté en 2022. Mais c'est aussi la scène où Harold décide quel genre de personne il a envie d'être, quel genre de chef il sera dans le futur, et surtout, c'est la scène où naîtra une amitié. Harold et Croque-Mou. Est-ce que vous savez pourquoi le personnage et son dragon ont une chimie aussi parfaite? C'est parce qu'ils sont complémentaires. Harold, ça fait 15 bonnes minutes que je vous rabâche les oreilles avec le fait qu'il est vu comme faible. Mais pour Croque-Mou, c'est le contraire. Il est un Furie Nocturne, censé être le dragon le plus puissant au monde, le plus grand chasseur de l'histoire, et tout le monde a peur de lui. Bûcheron, cette créature gigantesque a des ailes aiguisées comme des rasoirs qui peuvent lui scier un chemin à travers des arbres matures. Extrêmement dangereux, tué à vue. Le Variel, même à peine éclos, ce dragon peut asperger d'acide. Tué à vue, tué à vue, tué à vue. Furie Nocturne. Le rejeton effroyable de la foudre et du trépas même. Ne jamais affronter ce dragon. Votre seul espoir, vous cacher et prier qu'il ne vous trouve pas. Mais grâce au piège de Harold, il se retrouve littéralement nerfé, incapable de voler, et on le sait tous grâce à Gueulefort. Non, non, c'est les ailes et les queues que vous voulez, en fait. S'il peut pas voler, il ira nulle part. Un dragon descendu est un dragon décédé. Cette dichotomie, c'est là que Croque-Mou et Harold vont bien développer un lien très puissant. Croque-Mou vient aider Harold à pallier son manque de force physique de par sa grande puissance que le jeune homme va utiliser comme un outil pour construire et comme une arme pour se défendre. Là où Croque-Mou dépendra des inventions de Harold et des ressources qu'elle lui apporte pour retrouver sa liberté de mouvement, mais aussi une certaine sécurité, sachant qu'il est le dernier de son espèce et qu'il y a Grimel qui arrive et qui va le chasser ardemment. Je suis le tueur de Furie Nocturne. Pas un seul ne m'a échappé, sauf le vôtre. Vous allez me livrer ce dragon. Seuls Harold et Croque-Mou, ils sont prisonniers d'une espèce de cocon qui les empêche d'avoir de la vraie liberté. Mais ensemble, ils s'envolent et ils deviennent qui ils ont envie d'être. Le tout bien sûr en amenant leurs deux mondes à cohabiter. Harold, encore une fois, c'est l'héritier du trône de Burke et Croque-Mou, il devient un alpha chez les dragons. Deux monarques ayant fait la paix après 300 ans de guerre, arpentant les cieux, prouvant à tout le monde que cette amitié, aussi impensable qu'elle soit, est possible. Même culturellement parlant et surtout mythologiquement parlant, c'est une amitié qui est assez intéressante. Rappelons-le, les Burkiens, c'est des Vikings. Et les Vikings, comment ils voyaient le dragon, eh bien c'était une créature magique reconnue pour sa férocité et sa force. Tellement que les bateaux Vikings, ils avaient des dragons à leur proue comme signe de protection des éléments et des ennemis. Même ces bateaux, les Drakars, on croit que leur origine vient des mots Dreki et Kar, voulant dire respectivement dragon et vaisseau. Bien sûr, c'est de l'histoire mythologique sur les peuples scandinaves, et si vous avez vu nos vidéos sur l'univers de God of War, vous le savez que les sources qui parlent de ce sujet en particulier, elles sont plus que discutables. Mais ça donne un indice, comme quoi chez les peuples scandinaves, le dragon était une créature idéalisée, mise sur un piédestal, et cette idéalisation, par rapport à la puissance de Croque-Mou, qui est un animal bien réel plutôt qu'une légende,
elle se transforme en peur. Tout le monde pense qu'en ramenant le cœur d'un Furie nocturne à la maison, ça leur apportera la gloire. Mais Harold, il a ramené le dragon au complet. Il s'en est fait un ami et c'est comme ça qu'il l'a obtenu. Même j'ai envie de dire, Croque-Mou, il aide énormément Harold à devenir un meilleur viking. Si on se rappelle bien, un gros point du deuxième film et de la série se passant entre-temps aussi, c'est que Harold passe son temps à explorer Burke plutôt qu'à rester confiné pour devenir un meilleur chef. Et même si c'est vu comme irresponsable, la réalité c'est que cette attitude est aussi viking qu'il est possible de l'être. Si dans la culture populaire on a tous cette image du viking ressemblant à stoïque, ancré dans son traditionnalisme, capable de briser tout ce qui entoure d'un simple claquement de doigts, la vérité c'est que c'est un peuple qui était assez ingénieux. En termes d'innovation, c'est le peuple auquel l'histoire a tendance à associer la création du bateau long, capable de transporter une bonne soixantaine de personnes. Mais aussi, sans l'avoir inventé, ils étaient capables d'utiliser le compas solaire, un instrument capable de donner la direction où aller pendant une navigation. Le pourquoi du comment, c'est que, historiquement parlant, les peuples scandinaves, c'était parmi les meilleurs explorateurs qui pouvaient exister. Ils sont arrivés aux Amériques un bon 500 ans avant Christophe Colomb et ils s'étendaient jusqu'en Asie. Même le mot viking en tant que tel, on croit qu'en ancien norrois, ça voulait dire quelque chose comme pillard ou même pirate. L'exploration était au cœur de la culture scandinave et c'est l'amitié entre Harold et Croque-Mou qui leur permettra de vraiment embrasser cette tradition. Le fait que Harold et Croque-Mou se lient d'amitié, ça dit énormément de choses à la fois sur les dragons et sur les Burkiens. Déjà de base, le fait que Croque-Mou partage son poisson avec Harold, ça prouve que les dragons ont un certain sens de la communauté et sont capables de voir un geste de bonté pour ce qu'il est. Aussi, parlons de la fameuse scène de caresse avec la main. C'est tellement une scène iconique qu'elle est au centre du marketing des films. Ce geste de la main marchera aussi après sur les autres dragons emprisonnés sur Burke, prouvant que Harold a compris quelque chose par rapport à ces animaux. Ils ont un certain niveau de conscience, de sentience et de compréhension par rapport au monde qui l'entoure, beaucoup plus que ce qu'on peut s'attendre. Un dragon cherchera toujours le coup mortel. Tout ce que nous croyons savoir sur vous est faux. Par exemple, Croque-Mou, il va voir Harold utiliser un bâton pour dessiner sur le sol et il fera la même chose avant de s'énerver quand Harold marche dessus. Ça nous dit deux choses par rapport à l'intellect des dragons. D'un, ils sont capables d'identifier et d'utiliser des outils, mais aussi, ils ont une certaine sensibilité à l'art. Ce dessin, c'est là justement que la scène de la main arrive, là où Harold et Croque-Mou vont se lier l'un à l'autre pour de bon. Comme par hasard, c'est aussi comme ça que Croque-Mou et la Furie éclair se lieront dans le troisième film, avec un dessin dans le sable. Ah, tu sais dessiner maintenant. Tout point culminant vers ce mouvement de la main, Harold tentant une approche et Croque-Mou l'acceptant. Scène rejouée à l'envers à la fin du troisième film, symbolisant la fin de leur histoire. Pour résumer mon point, les dragons, ils ont un certain niveau de sentience et sont probablement beaucoup plus proches de l'intelligence humaine que ce qu'on pourrait croire. Le tout, bien sûr, assumant que tous les dragons de cet univers ont le même niveau d'intelligence que les Furies nocturnes, ce qui me semble assez improbable. Un autre lien très intéressant entre Harold et Croque-Mou, c'est leur handicap. Comme mentionné après s'être écrasé, Croque-Mou va perdre une des ailes au bout de sa queue, faisant qu'il est maintenant incapable de voler. Et à la fin du film, Harold, il perdra lui aussi sa jambe après le combat contre la Mort Rouge. Ça créera un lien entre lui et Croque-Mou, le dragon étant un des derniers Furies nocturnes et le viking étant le seul Burkien à être redoutable de par son ingéniosité plutôt que par la force brute d'un berserker. En plus, ce handicap les rend même compatibles puisque la jambe mécanique de Harold est la jambe qu'il utilise pour stabiliser et contrôler l'aile artificielle de Croque-Mou. Et surtout, ces deux handicaps sont des testaments à l'intelligence d'Harold. Connaître ses forces. Harold, surtout dans le premier film, il est assez peu compétent en combat. Ça sert à rien d'argumenter là-dessus. Nous avons un surplus de vikings chasseurs de dragons, mais avons-nous assez de vikings boulangers ou bien de vikings bricoleurs Ça. Je ne veux pas combattre les dragons. Mais de loin, sa plus grande force, c'est son ingéniosité. Il est un vrai couteau suisse de la guerre viking. Incapable de lancer des bolasses comme un vrai guerrier, pas de problème, il a 15 ans et il a calibré une machine capable de le faire à sa place qui peut même toucher un dragon dont la vitesse est prodigieuse en plein vol. Et je lance ça comme ça, mais selon le wiki officiel des films, Croque-Mou, c'est juste le dragon le plus rapide autour de Burke. Et cette machine, non seulement Harold l'a conçue lui-même, mais en plus il est capable de l'opérer avec succès, prouvant que militairement parlant, il est quand même un bon élément, il cogne juste pas fort. Et ça, c'est juste une prouesse militaire, parce que je le rappelle, on parle de quelqu'un qui est capable de répliquer artificiellement
l'organisme d'un dragon qui jusque-là était inconnu, après l'avoir observé de loin pendant une demi-journée, du premier coup en plus. Et même dans les films suivants, on voit que sa jambe, qui pour n'importe quel autre personnage aurait été un handicap, devient presque un avantage. Regardez-le bouger dans les suites. Ce personnage est unijambiste, mais il a réussi à améliorer sa prothèse de façon à ce qu'elle soit aussi bien qu'une vraie jambe. C'est moi qui t'ai bricolé ça, avec une touche Harold pour la finition. Tu crois que ça va aller? Je vais peut-être la modifier légèrement. Le fait étant que Harold, c'est un enfant prodige, et comme la plupart des histoires d'enfants prodiges, son entourage ne le voit pas. Mais dans ces autres histoires, c'est traité de façon différente. Par exemple, dans Rebelle, encore une fois, Meridia, elle est une bonne archère, mais a besoin d'apprendre à se tenir en société. Et la morale de l'histoire est que des fois, enfants et parents doivent se rencontrer à mi-chemin. Chez Harold, la différence, c'est qu'il est extrêmement talentueux, mais à aucun moment, le spectateur n'a le sentiment que son intelligence et sa façon de faire vont être problématiques dans le contexte de l'histoire ou que les gens autour de lui ont raison de le traiter comme un paria. Les vrais problèmes par rapport à Harold, c'est comment les Burkiens y réagissent et Stoïque qui refuse de sortir de ses traditions. Vous m'avez servi la mauvaise progéniture, je pense. J'ai commandé un rejeton double avec bras musclés, supplément de corps au ventre et gloire en extra. Ça là, c'est une arête de poisson parlante. Parce qu'en bout de ligne, Harold, il va faire évoluer Burke d'une cité qui déteste les dragons au seul peuple viking connu à vivre en symbiose avec. Dans son histoire, ce n'est pas à Harold à apprendre à utiliser ses dons pour devenir un meilleur Burkien, mais plutôt aux Burkiens de contempler ses dons et de comprendre que l'heure est au changement. Et ces changements vont déteindre à travers les personnages au courant des 3 films et des séries qui en découlent. Stoïque apprendra à se remettre en question, autant lui que ses traditions, et c'est cette remise en question qui lui permettra de retrouver un semblant de famille juste avant de mourir. D'ailleurs, la mort de Stoïque, parlons-en, en plus d'être une scène qui me fait pleurer comme un bébé à chaque fois, eh bien, assumant que les Burkiens croient au mythe viking avec le panthéon Odin, Thor, Loki, etc., ce qui semble être le cas, Par Odin. eh bien, Stoïque étant mort en guerrier, dans le contexte religieux, ça lui ouvre les portes du Valhalla, ce banquet où les guerriers vikings vont s'entraîner au combat pour se préparer au Ragnarok, assurant que Stoïque est mort en héros pour un idéal qu'il défendait. Puissent les Valkyries t'accueillir et te guider à travers les illustres champs de bataille d'Odin. Puisse-t-elle chanter ton nom avec amour et fureur. Du côté de Valka, c'est aussi grâce à la révolution d'Harold qu'elle sera capable de revenir à Burke. Elle le dira elle-même, elle a toujours refusé de revenir parce qu'elle savait que cette cité ne changerait jamais ses normes. Mais le fait étant que son fils va réussir à bâtir une nouvelle idéologie burkienne, une idéologie qui rend le retour de Valka possible. Tu as le cœur d'un chef et l'âme d'un dragon. Toi seul peux unir nos 2 mondes. La paix dépend de toi. Voilà qui tu es, mon fils. Même Astrid, personnage qui se préoccupe énormément de l'avenir de Burke et de devoir reprendre le combat de ses parents, Harold lui montre que la paix est possible et que son avenir n'est peut-être pas aussi plein de violence qu'elle semble le penser. Elle devient même la femme du chef prenant un rôle de leader au sein de la tribu de Burke, comme, soyons honnêtes, elle était destinée à faire. Même Gullforce, c'est un personnage à qui il manque un bras et une jambe, qu'il a perdu dans un combat contre un dragon. Et dans la série, on a un épisode où tu le vois reconvertir sa forge qui était spécialisée dans les armes anti-dragons en un hôpital vétérinaire pour ces mêmes créatures. Moi, Gullforge, j'y vois une allégorie d'un vétéran blessé à la guerre qui peut finalement vivre en paix. Et tout ça, c'est grâce à Harold. Et Harold, comment il a réussi tout ça? À cause de ce qu'il représente. Le symbole de la maturité. Nous y voilà, le point principal de cette vidéo. Harold est le symbole ultime de la maturité. Ce qu'on a tendance à oublier par rapport à ce personnage, c'est à quel point son vieillissement à l'écran, c'est du jamais vu pour une saga d'animation. Quand on crée un personnage qui est fait pour grandir à travers de multiples épisodes d'une même saga, un piège dans lequel il est facile de tomber, c'est de totalement changer le caractère du personnage, voire d'en créer un nouveau de toute pièce pour sa version plus vieille. Un bon exemple de ce phénomène, c'est Anakin Skywalker, qui entre les épisodes 1 et 2 de la prélogie perd totalement ce qui faisait du petit Anakin un enfant innocent au cœur tendre pour devenir un jeune adulte froid et assez antipathique, dans le seul but que la transition vers Darth Vader se fasse plus facilement. Mais à l'inverse, le personnage plus vieux ne devrait pas être une copie conforme de ce qu'il est à la base. On peut par exemple penser à Sasuke Uchiha, qui après une ellipse de 3 ans, reste aussi immature et colérique que son équivalent dans Naruto classique.
Ce que j'essaye de dire, c'est qu'un personnage qui grandit dans sa fiction doit avoir une évolution, mais surtout que cette évolution, il ne faut pas la confondre avec un changement radical. Pour que ça fonctionne, selon moi, une bonne méthode, c'est d'introduire un thème principal dans lequel le personnage pourra évoluer. Et chez Harold, ce thème, c'est la maturité. Tu peux comparer le Harold de la première scène du premier film à celui de la scène finale du Monde caché. Et tu vois pas un changement, tu vois une évolution. Il est toujours aussi joueur et quand il regarde Croque-Mou, il possède encore les mêmes yeux pleins d'émerveillement que quand il a volé sur son dos pour la première fois. On voit qu'il a évolué d'un jeune rêveur sans réelle autodiscipline vers un chef digne de ce nom, responsable à la fois pour une famille et un village entier. La différence étant, Harold a su prendre de la maturité. Le gros défaut de Harold dans la saga Dragon, c'est qu'il se range dans une philosophie idéaliste et qu'il se cache derrière du gros déni quand quelque chose ne va pas dans son sens. Il refuse de penser à ce qu'il va faire quand il va devoir tuer un dragon et veut faire une démonstration de ses talents de dresseur devant un village qui est entièrement convaincu que les dragons sont le mal incarné. Il se fait dire que Drago ne changera pas d'opinion par rapport au dragon et il le prend comme un défi personnel essayant de raisonner avec lui. Ça va non seulement déclencher une suite d'événements qui mèneront à la mort de son père, mais aussi à la mise en danger du village au complet. C'est le moment dans le développement de Harold où il comprendra que de nouvelles responsabilités viennent avec l'âge adulte et où sa façon de voir le monde est peut-être erronée. Le deuxième film est très intéressant dans cette optique. Pourquoi? Parce que tu vois tout au long du long métrage que pour devenir un bon chef, ce qui manque à Harold, c'est oui l'autodiscipline, mais surtout, il doit apprendre à se remettre en question. C'est la même leçon que Stoic apprendra à la fin du premier film quand il laissera son fils être lui-même pour pouvoir sauver le village de Burke. Et c'est à la fin du troisième film qu'on verra toute la maturité gagnée par le personnage. On est à un point où il est évident pour tout le monde que les dragons et humains seront en danger tant que le monde ne sera pas prêt à adopter leur façon de vivre. Et encore une fois, on est dans un DreamWorks. Désolé de règle Disney encore une fois, mais dans un conte de fées plus classique. Le monde changerait basiquement par magie et on verrait que la façon de voir le monde du protagoniste est la bonne. Et encore une fois, il vivrait heureux, aurait beaucoup d'enfants, blablabla. C'est pas ce qui se passe ici. Ici, Harold, il devra faire le choix mature. Il décide de laisser partir Croque-Mou. Il réalise qu'en tant que chef de Burke, il a des responsabilités à tenir tout comme Croque-Mou a les siennes en tant que roi des dragons. Ça le peine de devoir séparer la culture dragonne et les humains, mais le fait étant qu'à ce moment, c'est la bonne chose à faire, et on peut comparer ça à comment ces monologues dessinent leur relation. Au début du premier film, il dit que Burke est un endroit magnifique où vivre si on exclut les dragons qui infestent comme une peste. Vers la fin du film, ça évolue où il dit que c'est un endroit avec des hivers rudes et de la nourriture difficile, mais que le fait de pouvoir vivre avec des dragons comme animaux de compagnie en fait un endroit où il fait bon vivre. Nous avons la pêche, la chasse et une vue imprenable sur de ravissants couchers de soleil. Il neige 9 mois par année et les 3 autres mois, il grêle. Le seul problème, ce sont les animaux nuisibles. Le seul bon côté, ce sont les animaux domestiques. Voyez-vous, la plupart des autres communautés ont des souris ou des moustiques. Nous avons... des dragons. Les autres communautés ont des poneys ou des perroquets. Nous avons... des dragons. Dans le deuxième film, Harold dira que Burke est un endroit où bien des secrets sont gardés et où des surprises attendent les aventuriers, incluant les courses de dragons. Le pourquoi du comment, c'est que dans les 5 ans qui séparent les deux premiers films, Harold a réussi à acquérir de la mesure dans sa façon de dépeindre le monde. Burke, dans les propos que tient Harold, n'a plus besoin d'être un endroit soit quasi parfait, soit quasi invivable. Burke est un endroit modeste avec ses secrets, ses qualités et ses défauts. C'est vrai que ça ne paye pas de mine, mais ce tas de rochers battus par les flots recèle un bon paquet de surprises. Le monologue revient à la fin du film où Harold présente Burke comme chez lui, disant que les Burkiens sont prêts à se défendre contre tout envahisseur. Nous sommes la voie de la paix. Petit à petit, nous changerons ce monde. Et ils ont des armadas, mais nous avons... nos dragons. Les Burkiens, ils se battent donc pour un idéal. Idéal qui, malheureusement, encore une fois, c'est le vrai monde, n'arrivera jamais. Le monde ne sera jamais prêt à être cette espèce d'utopie dont Harold rêve. Il y aura toujours des dragons sauvages et dangereux, des Bloodfist pour les utiliser comme des armes ou des Grimelles pour les chasser pour la gloire. Et Harold y a appris à accepter ça, tout en gardant espoir et patience, mais surtout foi en cet idéal d'un monde où humains et dragons vivront ensemble. Ce fut rude, émotionnel et difficile, mais ce que Harold a gagné pendant son voyage, c'est du recul. Recul qui lui permet d'accepter cette réalité avec maturité, mais surtout de nourrir l'idée qu'avec la patience, le monde pourra changer. Il y avait des dragons quand j'étais enfant, qui sont retournés à la mer en rampant.
On ne laisse sans ni un os, ni une dent pour que l'homme se souvienne d'eux. Et c'est grâce à cette maturité qu'il va transmettre l'espoir à une nouvelle génération. Oui, le monde croit que les dragons ont disparu, s'ils ont même jamais existé. Mais nous, les Burkiens, nous en savons davantage. Et nous garderons ce secret jusqu'à ce que vienne le temps où les dragons pourront revenir en paix. Alors Harold Haddock, au final, mon personnage préféré de la saga Dragon, pour bien des raisons. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les personnages un petit peu plus nerdy, reculés, avec un grand sens du sarcasme, une grande intelligence. Maintenant, tant que tu penses, dans cette vidéo, je vous ai passé les extraits de la version québécoise parce que c'est celle à laquelle j'ai accès. Mais les Franco-Européens, vous avez la chance d'avoir Harold doublé par le légendaire Donald Renew, qui, comme par hasard, double aussi Spider-Man en tant que doublure officielle et Nightwing, des personnages qui présentent beaucoup des mêmes qualités. Tout ça pour dire que Harold, je pense que vous vous rendrez jamais compte d'à quel point c'était une figure idéale de ce que je voulais devenir après avoir vu le premier film en 2010. À moins bien sûr que vous étiez le même genre d'enfant que moi. Pour son alignement, Harold, c'est quelqu'un qui se bat pour un idéal et pour un avenir meilleur, mais qui n'a pas peur d'envoyer chier les conventions sociales s'il pense que c'est bénéfique. Je vais donc le classer à neutre bon avec un bon penchant pour chaotique bon. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle plus de dragons. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous ferait plaisir de voir dans ces vidéos? Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.